Bonjour. Dans la présentation qui suit, je vais faire un survol des diapositives sur l'histoire bancaire et insister sur les points qui sont plus importants que d'autres. Alors voilà, les humains aiment échanger. Il existe différentes façons d'échanger. La force, le troc, l'échange à l'aide de monnaie. La force, ça peut pas durer très très longtemps parce que les gens se fatiguent. Le troc nécessite la coïncidence des besoins. Et le moyen d'échange le plus efficace, c'est nécessairement à l'aide de monnaie. Plusieurs objets ont fait office de monnaie à travers l'histoire de l'humanité, des coquillages, des écorces de bois, du grain de sel, des métaux. Bien sûr, pour qu'un objet fasse office de monnaie, ça prend certaines caractéristiques, divisible, transportable, ne peut pas s'envoler au vent, et ainsi de suite, exister en quantité suffisante pour favoriser des échanges à grande échelle. La monnaie et son utilité dépend aussi de la structure d'une société. Dans cette diapositive-là, ici, je soulève le point que la société des Incas, qui était très hiérarchisée en Amérique du Sud, n'avait pas besoin de monnaie. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Sauf que dans les sociétés plus libérales, la monnaie devient indispensable afin de favoriser des échanges harmonieux. Quels matériaux ont fait le plus souvent office de monnaie? À travers l'histoire, c'est l'or et l'argent. Parfois le platine. L'or est attirant, il est brillant, il rappelle le soleil. L'argent aussi est d'une couleur assez jolie, il rappelle la lune. Le diamant aurait pu faire office de monnaie, mais il n'est pas divisible. Il est difficilement divisible sans perte de valeur. Le diamant va se fragmenter si on tente de le couper en deux. Et les autres types de métaux peuvent faire office de monnaie comme le bronze, le cuivre ou le nickel ou peu importe, tant et aussi longtemps que ceux-ci sont rattachés à une pièce d'or ou une pièce d'argent ou toute autre pièce de valeur. Mais à la base, c'est l'or et l'argent. Tranquillement, la monnaie frappée a fait son apparition. La monnaie frappée aussi facilite les échanges en inscrivant un insigne, un logo ou une image quelconque sur une pièce de monnaie. Ceux qui la reçoivent ou qui l'utilisent peuvent plus facilement en reconnaître la valeur et ceci facilite de beaucoup les échanges entre les individus. De plus, pour un souverain, imprimer sa propre monnaie correspond à créer de l'argent. Voici un exemple. J'ai deux royaumes. Ici, chacun possédant son inventaire de pièces d'or. Si un des souverains remarque la richesse de son voisin et veut s'en emparer, ou si un des souverains ici est insatisfait de sa quantité d'or et aimerait augmenter ses possessions en or, ben, ce souverain-là peut se monter une armée, envahir l'autre pays, s'emparer de son or et ramener l'or du pays voisin. Sauf qu'il y aurait peut-être un moyen moins douloureux, moins dispendieux et moins compliqué d'augmenter sa richesse avec la monnaie frappée. Supposons que le souverain, ici, imprime des pièces d'or avec son visage dessus. Ensuite, le souverain envoie des mineurs chercher tout ce qui est métal ou tout ce qui peut être transformé en métal dans le sol et en fait des pièces de monnaie en vulgaire métal. Sur ces pièces de monnaie, le souverain y appose son visage. Et là, le souverain dit, ben, une pièce d'or est égale à 10 pièces de métal avec mon visage dessus. Cette façon de faire permet au souverain ici d'augmenter de beaucoup sa richesse. Donc, on passe d'un inventaire de pièces d'or limité à un inventaire de pièces de métal qui pourrait être presque sans limite, tant et aussi longtemps que les consommateurs et marchands acceptent cette pièce de monnaie comme moyen d'échange. À chaque période de l'histoire, la pièce de monnaie la plus acceptée a toujours été celle de l'Empire dominant. Par exemple, durant l'Empire grec aux environs de l'année 300 avant Jésus-Christ, la monnaie grecque, le drachme, était celle qui dominait. Ça a été la monnaie romaine sous l'Empire romain.
la piastre espagnole suivant la découverte et la colonisation de l'Amérique du Sud par l'Espagne, la livre sterling de 1815 à 1914 suite à la création de la Banque d'Angleterre et le dollar des États-Unis, le dollar américain aujourd'hui. Si je prends comme exemple l'Empire romain, en 260 avant Jésus-Christ, le système romain de pièces le système monétaire romain était constitué de deux pièces principales, une pièce en cuivre, l'as, et une pièce en argent appelée le denarius. Donc la pièce en cuivre a moins de valeur que la pièce en argent, et la pièce en argent, même sans le logo, même sans l'effigie, conserve sa valeur, puisque l'argent peut être facilement transférable d'un endroit à l'autre. Donc, le fonctionnement du système monétaire est constitué ici d'une pièce centrale, la pièce en argent ou une pièce en or. Et là, après ça, on applique un taux de conversion des autres pièces avec la pièce qui, elle, conserve sa valeur. Comme par exemple, un denarius pouvait être échangé contre 16 as. Bien, cela permettait à l'Empire de payer ses soldats avec des pièces de cuivre plutôt que de toujours les payer en pièces d'argent. Donc, une devise forte est essentielle à l'émergence d'un empire. Donc, plus la devise est forte, plus les gens acceptent la monnaie produite par l'empire, plus il est facile de recruter des soldats et plus il est facile d'aller envahir d'autres pays, augmenter ses possessions en argent ou or et augmenter sa masse monétaire. Donc, au temps d'Auguste, c'est environ en 15 avant Jésus-Christ, au temps d'Auguste, un soldat romain gagnait entre 200 et 300 denarii par année. Un officier romain, lui, pouvait gagner aux alentours de 10 000 denarii par année. Donc, on voit ici les incitatifs. Donc, on payait les soldats peu cher, mais un soldat qui faisait carrière dans l'armée pouvait éventuellement devenir extrêmement riche, à condition que celui-ci soit fermement convaincu qu'après plusieurs années passées dans l'armée, la monnaie qui lui est versée par l'armée aura beaucoup de valeur. Donc, tant et aussi longtemps que l'Empire reste un empire. Au temps d'Auguste, 15 avant Jésus-Christ, le denarius était constitué presque à 100% d'argent, mais à mesure que les années avancèrent, à mesure que les besoins de dépenser de l'Empire romain augmentaient, c'est-à-dire besoins en effectifs militaires ainsi qu'en infrastructures, construire des villes, des réseaux d'aqueducs, faire en sorte que les citoyens soient confortables à l'intérieur des villes, organiser des spectacles, des pièces de théâtre, des spectacles dans l'arène, tout ça coûtait de l'argent. Pour y arriver, l'empereur a dû, avec le temps, frapper des pièces de monnaie qui s'appelaient toujours le denarius, mais qui contenaient toujours de moins en moins d'argent. Ici, on voit l'évolution du contenu en argent des pièces de monnaie appelées le denarius. Donc, à peu près en moins quelques années avant Jésus-Christ, c'était proche de 100%. Jésus-Christ, l'année 0, c'est ici. Là, ici, on voit Augustus. Ça, c'est le règne d'Auguste. Donc, on a une pièce de monnaie qui est constituée presque entièrement en argent. Mais à mesure que l'Empire s'élargit, que l'Empire s'étend et que les besoins de dépenser augmentent, bien là, on commence à produire des pièces de monnaie qui contiennent toujours de moins en moins d'argent. Donc, pour la même masse d'argent pur, bien, on produit plus de pièces qu'au temps d'Auguste. Jusqu'à vers 300 vers Jésus-Christ, jusqu'à vers 300 après Jésus-Christ, là où la pièce de monnaie ne contenait presque plus d'argent du tout. Et certains diront que ce fut une des causes de la chute de l'Empire romain. Le fait d'avoir une pièce de monnaie avec peu de valeur rendait plus difficile l'embauche de soldats et rendait plus difficile la défense du territoire. Et éventuellement, l'Empire romain a cessé d'être un empire aux alentours de 400 avant Jésus-Christ, au commencement du Moyen-Âge. Donc ici, si on regarde un peu l'évolution de l'Empire romain, 240 avant Jésus-Christ, 100 avant Jésus-Christ,
Donc, l'Empire romain, c'est la portion en rouge. 50 avant Jésus-Christ, 200 après Jésus-Christ, 273, 275 après. Ici, on arrive en 410, mais là, il commence à y avoir des percées à l'intérieur du royaume. Donc, ça nous amène à la dégradation de la monnaie. Quand une monnaie commence à être acceptée un peu partout, ça devient très tentant pour celui qui la produit d'utiliser toujours du métal de moindre valeur pour constituer les mêmes pièces. Et ça permet encore plus, ça permet de dépenser encore plus pour une même quantité d'argent ou d'or. On a vécu le même phénomène aux États-Unis et au Canada. Donc, chez nous, la pièce, le système monétaire était supporté par une pièce en argent constituée à 80% d'argent jusqu'en 1967. Après 1967, l'argent valait trop cher. La quantité d'argent contenue à l'intérieur du dollar canadien coûtait plus cher que 1 dollar. Donc, on a éliminé complètement la quantité d'argent du dollar canadien. Aux États-Unis, le dollar était composé à 90% d'argent jusqu'en 1965. Donc, aux États-Unis, étant donné que les pièces contenaient plus d'argent, c'est en 1965 que le contenu en argent d'une pièce de 1 dollar coûtait plus cher que 1 dollar. Et c'est là qu'on s'est mis à réduire la quantité d'argent à l'intérieur des pièces de monnaie. Donc ici, je prends la monnaie canadienne. Donc le dollar canadien, c'est ça ici avec le canot des voyageurs. Donc jusqu'en 1967, 80% argent, 20% cuivre. 1968 et après, 99% nickel. Jusqu'en 2012, 91% nickel. Ça, c'est la pièce ici brillante. Là. C'est pas le loonie. Si on regarde la pièce de 50 sous, c'est la même composition. Et si on regarde la pièce de 10 sous et la pièce de 25 sous, c'est la même composition en pourcentage que le dollar. Donc ici, 1 dollar, un 25 sous, un 50 sous et un 10 sous avaient le même pourcentage d'argent et de cuivre jusqu'en 1967. Ce qui les différenciait, c'était leur poids. Donc une pièce de 10 sous avait le dixième du poids d'une pièce de 1 dollar. La pièce de 25 sous avait le quart du poids d'une pièce de 1 dollar et la pièce de 50 sous avait la moitié du poids d'une pièce de 1 dollar. Si on regarde le sou noir canadien qui a cessé de circuler en 2012, celui-ci était composé à 98% de cuivre jusqu'en 1996 pour ensuite être constitué principalement de zinc parce que là, la quantité de cuivre dans un sou coûtait plus cher qu'un sou. Mais regardez, à travers les années, la pièce contenait 98% de cuivre. Au lieu de modifier le pourcentage de cuivre, on a réduit le poids de la pièce de monnaie. Pour la pièce de 5 sous, celle-ci était presque à 100% nickel jusqu'en 1981. Éventuellement, le nickel s'est mis à coûter plus cher que ce que pouvait valoir la pièce de 5 sous. Et là, on a modifié la composition en métal de la pièce de 5 sous. Donc, résumé de ce que l'on vient de voir. Les humains bénéficient des échanges qu'ils peuvent faire entre eux. Ces échanges sont grandement facilités par la présence de monnaie. L'or et l'argent ont historiquement été des métaux de choix afin de servir de monnaie. La monnaie frappée vient suppléer l'offre de monnaie en or ou en argent en permettant la circulation de pièces de monnaie fabriquées avec du métal de peu de valeur. Le souverain d'une région a avantage à produire sa propre monnaie et profiter de la valeur du métal transformé en monnaie. Avec le temps et les besoins grandissants des souverains, la valeur du métal contenu dans les pièces frappées tend à diminuer. Les empires se sont historiquement effondrés suite à la dégradation de leur monnaie.